Bonjour les astronautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décrocher la Lune. Aujourd'hui nous allons voir le lancement de Venera 1, alors n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Après les tentatives infructueuses de l'Union soviétique de lancer une paire de sondes vers Mars les 10 et 14 octobre 1960, tous leurs efforts étaient concentrés sur la préparation du lancement de leur premier vaisseau spatial vers Vénus, désigné 1VA. Avec l'ouverture de la fenêtre de lancement de Vénus le 15 janvier 1961, les ingénieurs de l'OKB-1 n'avaient que 3 mois pour préparer non seulement le vaisseau spatial, mais aussi diagnostiquer et corriger les problèmes de démarrage de la nouvelle fusée 8K78 à 4 étages, qui sera plus tard connue sous le nom de Molniya. Comme les premières missions soviétiques sur la Lune lancées en 1958 et 1959, l'objectif de la mission était d'impacter Vénus, bien que le résultat beaucoup plus probable d'un survol fût encore utile à des fins scientifiques et de propagande. La sonde était un cylindre de 105 cm de diamètre qui mesurait 203,5 cm de hauteur. La puissance nécessaire pour recharger les batteries de la sonde était fournie par une paire de panneaux solaires, chacun avec des dimensions d'environ 1 par 1,6 m et avec une superficie totale d'environ 2 m². Le 1VA transportait une suite d'instruments pour caractériser l'environnement de particules et de champs propres à Vénus, ainsi que pendant la croisière interplanétaire. Un radiomètre infrarouge avait été aussi inclus pour déterminer sa température. Des pommeaux commémoratifs ont également été placés à l'intérieur de l'engin spatial, à l'intérieur d'une couverture thermique pour protéger les objets lors d'une entrée dans l'atmosphère vénusienne. Ceci comprenait un disque avec des armoiries soviétiques d'un côté et un diagramme du système solaire intérieur de l'autre, placé à l'intérieur d'un globe métallique pressurisé de la Terre de 7 cm de diamètre. Ce globe était conçu pour flotter au cas où il descendrait dans un océan vénusien que certains astronomes de l'époque pensaient pouvoir exister sur notre planète sœur inexplorée. Elle transportait 3 ensembles d'antennes pour les communications avec la Terre. Une antenne omnidirectionnelle, une antenne en forme de T déployée après avoir quitté les environs de la Terre, et une antenne de type parapluie de 2 mètres de diamètre serait déployée pour transmettre les données à l'approche de Vénus. Les 3 étapes de cette fusée serviront finalement de base au lanceur Soyouz encore en service aujourd'hui. À l'époque, le 8K78 était la fusée la plus puissante au monde. Quelques années plus tard, après que l'Union soviétique eut lancé des sondes à Vénus, cette 1VA fut appelée Venera 1. 3, 2, 1, top! Et nous voilà à nouveau sur le pas de tir, prêt à décoller vers Vénus. Alors, pour aller vers Vénus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un petit mode qui s'appelle le Windows Transfer Panel. Voilà. En fait, c'est un outil assez simple. Vous mettez l'altitude à laquelle vous êtes, en théorie, celle à laquelle vous voulez arriver, ou alors vous faites un flyby, et vous mettez le temps, dans combien de temps vous voulez partir, quoi. Il vous calcule tout ça, il vous dit dans combien de temps vous partez, le delta V qu'il va vous falloir, etc., etc., quoi. Donc c'est vachement pratique pour éviter par exemple de louper une fenêtre de tir. Vous faites ça quand vous êtes avec une fusée quelconque, vous enregistrez, vous notez quelque part la date et l'heure, quoi, et vous faites décoller votre fusée juste une journée ou quelques heures avant le transfert pour aller vers l'autre astre, quoi. Donc c'est ce que je vais faire là du coup. Je programme le nombre de jours à l'avance pour warper au bon moment. Voilà, de toute façon on est alimenté avec les panneaux qui tiennent la fusée au sol. Et c'est parti. Alors, là actuellement, où est Vénus? Toc toc toc, elle est là-bas. D'accord, donc il va falloir attendre qu'elle avance encore un peu pour qu'elle nous rattrape et qu'on puisse être au bon moment en fait pour
pour décoller. Bah ça, je vais vous montrer ça avec un petit dessin, comment ça se passe pour les fenêtres, pour que ça soit à la fois le plus rapide et surtout que ça coûte le moins de carburant possible. Je vais essayer de vous expliquer ça pour que vous compreniez aussi par exemple pourquoi Mars on peut y aller qu'une fois tous les 2 ans. Enfin, on peut y aller plus souvent, mais le plus court c'est tous les 2 ans. Alors comme vous le voyez, une planète située sur une orbite basse mettra moins de temps à faire le tour de son étoile qu'une planète située sur une orbite haute. La raison est simple, c'est une question de distance. Plus l'orbite est haute, plus la distance à parcourir pour la planète pour faire une révolution entière sera grande. Évidemment, la logique voudrait que nous attendions que les 2 orbites soient au plus proche pour pouvoir faire le transfert. Sauf que c'est pas aussi simple. Voilà, donc nous allons voir sur le schéma, nous avons ici comme possibilité, ici, et ici. Alors vous allez me dire pourquoi ces positions approximatives ont été choisies. La raison est relativement simple, regardez bien. Il va falloir que nous diminuions notre vitesse pour pouvoir nous rapprocher de la planète la plus basse. Pour ce faire, nous allons donc devoir descendre et cela va prendre du temps. Il faut donc partir avant que la planète la plus basse nous ait rattrapés. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si c'était pas le cas, vous me le dites en commentaire. Et oh la vache, l'astéroïde. Pardon. Dans ce cas, je pourrais faire un épisode complet dessus, hein, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Enfin bon, il est temps de partir. Allumage. Et on largue tout. Alors, je sais pas si vous avez fait attention, mais enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais normalement les graphiques devraient être beaucoup plus jolis. Surtout au niveau de la terre, quoi, hein, du sol, je veux dire. J'ai bidouillé un peu avec 2 modes visuels et ça devrait être plus joli. Alors, comme vous voyez là-haut, j'ai un nouveau mode de support de vie. Je vous avais dit que je vous mettrais Tac Life Support, mais finalement je me suis tourné vers un autre mode que j'avais déjà essayé auparavant qui s'appelle Kerbalisme, qui est vachement sympa. Alors vous allez me dire pourquoi ce mode là du coup. La raison est relativement simple, c'est que vous avez une gestion de l'environnement à faire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un module par exemple vous êtes obligé d'entretenir l'oxygène, le dioxyde de carbone, tout ça comme le font ces autres modes, hein. Mais vous avez aussi de la perte de pression, vous devez avoir de l'azote pour qu'il y ait une bonne pressurisation de vos installations. Vous avez aussi une nouvelle gestion des points de science, c'est-à-dire que la science, votre satellite l'enregistre, puis la transmet par la suite. Alors, vous allez me dire c'était déjà faisable avant, on peut enregistrer puis transmettre par la suite. Le truc qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus réaliste vis-à-vis de la transmission, c'est-à-dire que si elle est interrompue, c'est pas grave, vous perdez pas tout. Dès que votre courant ou que votre alignement vis-à-vis des antennes revient, ça continue tout simplement la transmission, quoi. Donc là-dessus, c'est vachement efficace. Vous avez aussi la psychologie, c'est-à-dire que les gars à l'intérieur peuvent se mettre à péter un plomb s'ils ont 9 mètres carrés depuis 2 ans par exemple, hein, voilà, c'est un exemple, mais là ils se mettraient à péter un plomb, voilà. Vous avez aussi la prise en compte des radiations, ça c'est vachement intéressant, les radiations solaires, les radiations aussi quand on traverse par exemple la ceinture de Van Allen, c'est vraiment génial vis-à-vis de ça aussi. Vous avez aussi, alors j'ai pas encore testé, mais une automatisation. Apparemment vous pouvez programmer donc vos nœuds et tout devrait se faire automatiquement, mais ça je suis vraiment pas sûr, quoi. Voilà. Quand vous cherchez des ressources, etc. sur une base par exemple, tout est simulé en arrière-plan. Vous avez aussi des tempêtes solaires qui peuvent arriver, donc là vous prenez masse de radiation si vous n'avez pas blindé votre vaisseau, parce que du coup vous pouvez aussi blinder votre vaisseau, et vous avez tout plein de parties qui permettent aussi du coup de gérer tout ça, quoi, comme des serres par exemple pour faire pousser des plantes, ou un anneau de gravité, voilà, un anneau qui se déploie et qui tourne à une certaine vitesse pour que les gars n'aient pas trop de problèmes de santé par la suite, quoi. Donc il est vraiment poussé, et alors bon, il y aura quelques petits trucs qu'il va falloir que je bidouille dedans à mon avis, mais il est vraiment génial, quoi. Bon, là on a fini la circularisation, je vais juste orienter le vaisseau pour qu'il se retrouve avec les panneaux solaires dans le bon sens, parce qu'ils sont pas orientables ceux-là. Voilà, on est... ouais, non, voilà. Comme ça sera mieux. C'est parti. Voilà. Donc, alors vous voyez, il y a tous les vaisseaux qui s'affichent, hein, sur le Kerbalisme.
Et ah oui, il y a aussi les pannes. Des pannes, alors vous pouvez en avoir plus ou moins en fonction de la qualité du matériel que vous choisissez. Alors un meilleur matériel sera plus lourd, coûtera plus cher, mais tombera moins facilement en panne, quoi. Voilà. Donc là, j'utilise MacJeb pour faire mon transfert planétaire. Voilà, on va pousser. Et qui ici? Ah bah tiens, je vous parlais des pannes. Ah ouais, malfonction. Tac tac tac. J'ai un RCS qui foire. Alors, la raison pour laquelle... Alors, c'est vachement rapide, vous allez me dire, ça foire vite. Mais la raison pour laquelle ça foire vite, c'est parce que j'ai fait un petit cut, hein, j'ai dû changer le moteur. Et du coup, j'ai fait mon saut non pas au sol, mais une fois les RCS activés en orbite. Mon warp. Hein. Donc c'est pour ça, donc il a presque un an dans la tronche, le RCS, et il y en a un du coup qui foire. Alors, je vais couper, voilà, voilà. Dès que j'en ai plus besoin, je vais couper le réservoir, ça devrait, je pense... Non, il continue à fuiter. J'ai pas l'impression qu'il influe sur ma trajectoire. Pas l'impression non plus de perdre de carburant. Bon, on verra ça après. Alors, par contre, notre trajectoire, elle va pas être nickel, donc on va en refaire une au point d'ascension, voilà, au point, voilà. Toc, on réduit ça. Alors je fais ma manœuvre pour frôler vraiment Vénus. Je vais essayer d'aller au plus proche. La mission c'est de passer à 20 000 km comme la vraie sonde Venera. Je vais essayer de passer au plus proche pour vous montrer quelque chose de beau en espérant que ça tombera pas la nuit, le passage sur la périapside. Mais bon, je vous garantis rien. C'est l'Himalaya ça. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est l'Himalaya, ouais. Ah, c'est sympa. On voit l'Himalaya, là on a l'Inde. Entre les deux, là ça doit être la Mongolie, je suppose. Bon, je suis pas un pro de la géo, quoi. Oula vache. Stop. La science. Alors, vous voyez, le système, alors, j'ai fait un clic droit et j'ai cliqué sur Data, en fait, sur mon probe. Et il y a tout qui se stocke, vous voyez. Alors, ça met énormément de temps, par contre, à transmettre. Mais vous n'avez pas les histoires d'interruption, quoi. Donc, là-dessus, je trouve que c'est vachement plus réaliste, quoi. Oh la vache, il bug mon... Regardez ça un peu comment ça bug. Ça, c'est tous les petits bonus que j'ai grâce à Strategia, hein, dont je vous avais parlé sur une précédente vidéo, là. Tous les petits bonus parce que j'ai choisi de mettre en priorité sur tout ce qui est non habité. Oh la vache, encore plein de science. Alors, on burn pour la correction de trajectoire. Voyons voir, ça nous donne quoi? Ah, voilà. Oups, là, on ralentit. Alors là, je vais tomber sur Vénus. Alors là, ce que je fais, c'est que je joue avec les RCS. Juste les RCS, en changeant de position le satellite, ça modifie aussi du coup la trajectoire. C'est tout simplement parce qu'on est super loin, quoi. Hein. 1 millimètre à gauche vous fait passer à des milliers, voire des millions de kilomètres de votre cible. Du coup, je vais jouer avec les RCS plutôt que d'allumer le moteur pour essayer d'avoir une altitude assez basse. On est un peu haut là. Allez, rectifie-toi. Non. Alors j'appuie, en fait, je spam le R allumé et éteint pour les RCS. Ah, je suis trop haut là. Descends. Non mais pas évident, hein. Un peu plus bas, un peu plus. Voilà. C'est pas mal ça. Non. Ah merde. Allez, descends. Encore un chouille. Ah. 400 km, ça va. On va garder ça comme ça. Alors, où est Vénus? Vénus, elle est là, la petite Vénus. Regardez un peu.
Alors vous voyez, le soleil il ressemble plus à ce qu'on pourrait voir à l'œil nu aussi. Hein. Donc maintenant qu'on est dans la SOI de Vénus, donc la sphère d'influence de Vénus, ben on va se faire un max de science. Hein. On va voir combien on va réussir à se faire. Moi je passe en accéléré parce que bon, c'est pas... mais il est complètement buggé avec mon avec mon Stratégia là. Vous avez vu un peu tout le ruban de plus 0,1 ou plus 0,2 là de... J'ai pas fait gaffe au numéro, mais de science par émission quoi. Mais mort de rire. Alors, petite information pour ceux qui pensent que le fait de rajouter des appareils de mesure c'est tricher parce que ça nous rapporte plus de science, ce n'est absolument pas le cas. Enfin, de ce que j'ai pu voir, hein, de mon expérience, la science que vous gagnez sur un astre est divisée par le nombre d'instruments que vous avez. Donc en fait, plus vous mettez d'instruments, enfin plus vous avez de mode avec plein d'instruments, moins vous allez rapporter de science par instrument. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est voilà, c'est divisé. Imaginons que juste un thermomètre, si vous n'avez pas de science en plus, il va vous rapporter 80 de science par exemple autour de Vénus. Mais si vous avez aussi les modes qui vous rajoutent les magnétomètres comme des Magical Science, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Et ben au lieu de vous rapporter 80, il va vous rapporter que 10 ou 15 quoi, par exemple. Hein. C'est complètement arbitraire ce que je dis, mais c'est un exemple quoi. Là on était au plus proche. On a une belle... elle est bien faite l'atmosphère, hein, je trouve. Elle est bien faite l'atmosphère. Et boum, on reprend le soleil dans la face. Bon bah voilà pour cette mission Vénéra. Alors je pense que, vu la boule brillante que c'est, je pense que vous allez avoir envie de voir la traversée des nuages sur Vénus. Donc on verra ça pour la prochaine mission Vénéra. Voilà. En attendant là, oh la vache, 1700 de science. Ah ouais, bah en attendant, on s'est bien blindé de science, donc je vais débloquer tout ça. N'hésitez pas à dire ce que... Oh là, j'arrive plus là. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, voilà, merci. Donc à lâcher un pouce bleu si vous l'avez aimé, à vous abonner pour suivre les épisodes, etc. Enfin le blabla habituel, vous connaissez ça, hein, c'est sur toutes les chaînes YouTube. Voilà. Donc je vous laisse, je vais vous laisser là-dessus, hein, moi en train de récupérer, de débloquer un maximum de morceaux. Par contre, on va être juste au niveau pognon. Je pense que je pourrais pas tout acheter par... Oh, sympa. Oh, le F1. Alors, le moteur F1, c'est Apollo 11, ça. Hein. C'est le moteur qui est tout en bas. Enfin, l'un des 5 moteurs qui est tout en bas sur le premier étage d'Apollo 11. Donc, on commence à avoir des technologies intéressantes là. Ça va commencer à envoyer sec. Ce qui est plutôt positif, du coup. Plutôt très positif. Alors j'ai pas regardé la prochaine mission, ce que ce serait, mais je pense que ça sera intéressant. La prochaine mission de vendredi prochain, hein, je parle. Celle des mardis, c'est toujours du hors-série. Voilà. Et du coup, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée aussi. Et puis je vous dis à mardi.